Ce qui a joué peut-être le facteur plus déterminant, c'est quand j'étais à l'Université Laval et que j'étais membre du conseil de ce qu'on appelait l'AGL, dans le temps, l'Association générale des étudiants de Laval. Et on avait entrepris de faire des pressions pour dépolitiser le système des prêts et bourses sous M. Duplessis. C'était Maurice Duplessis qui était premier ministre dans les années 55, 6, 7, 8. Et on avait préparé un mémoire pour demander que le système des bourses soit amélioré, puis surtout qu'il soit dépolitisé, parce que tu ne pouvais pas avoir une bourse si tu n'avais pas l'appui de ton député. Et si ton député n'était pas du bon bord, bien, ça n'aidait pas du tout. Alors, Maurice Duplessis, pour des raisons que, encore aujourd'hui, j'ignore, n'a pas voulu recevoir les étudiants, pas voulu les représentants des étudiants. Alors, comme toujours, ça a monté, la pression a monté, puis finalement, on a décidé d'organiser une manifestation devant le Parlement. Il faut connaître cette période de l'histoire pour voir jusqu'à quel point l'Union nationale était dominante. Et sur le campus de l'université, des gens comme moi passaient pour des gauchistes, des sympathisants pratiquement communistes. On se réunissait au club. Le club des étudiants libéraux était peut-être 8-10 personnes. Puis du côté de l'Union nationale, l'Association des étudiants de l'Union nationale devait être 500-600, je pense bien. Mais ça se comprend aussi. Nous autres, on vendait nos cartes, les autres les donnaient. Puis nous autres, on n'a pas le moyen de faire de party, tandis que du côté de l'Union nationale, il y avait des réceptions au Club Renaissance où la bière était offerte gratuitement, alors que nous autres, on avait plus de misère. Mon épouse et moi, on s'est mariés le 7 mai 1960, puis les élections ont eu lieu le 22 juin, je crois. Je suis revenu du voyage de noces plus vite pour embarquer dans la campagne électorale. Alors, parce que les élections ont été annoncées à ce moment-là. Et je suis revenu, disons, vers le 15 mai. Et puis, toutes les fins de semaine jusqu'au mois de... J'ai fait des discours un peu partout, à partir des comtés de Mégantic jusqu'à Rivière-du-Loup. Je pense que je les ai tout faits. J'avais 25 ans dans le temps. Être premier ministre, c'est impressionnant. Puis surtout que M. Lesage était un homme impressionnant. Alors, il vient me voir pour me demander si j'accepterais d'aller travailler à son bureau comme secrétaire exécutif, puis faire le lien entre son bureau puis les instances politiques et les militants, puis, et aussi préparer des textes de discours pour lui. Alors, c'est comme ça que je me suis ramassé pas longtemps après au bureau du premier ministre Lesage. Et j'ai commencé à écrire des discours pour lui. Au début, c'était les discours qu'il prononçait devant des instances politiques, les congrès de partis, etc. Puis ça s'est étendu et finalement, j'ai écrit probablement ces discours de 65, aller jusqu'à temps qu'il quitte. Ça a été ma tâche principale, puis en même temps que de diriger le bureau. Pour moi, ça a été, M. Lesage a été un mentor numéro un, je pense bien. Il m'a appris à travailler dans ce milieu-là. C'était un homme très exigeant, très, très exigeant, au sens que tu lui donnais un texte, il te revenait corriger les points, les virgules, les accents aigus que tu avais oubliés, que ça sent grave. Tous les fautes de français tu as signé, puis il y avait une manie de la précision dans la langue. Probablement que c'est tous ceux qui ont fait le cours classique à son époque, c'était très, très important. Et ça devrait être aussi pour tout le monde, mais lui, il était particulièrement méticuleux. Et je vous assure qu'avant de lui déposer un texte, là, tu le relisais plus d'une fois parce que tu le faisais retrousser. C'était pas long. Et c'était un travailleur acharné, très, très structuré. C'est rare que j'ai pas vu beaucoup de monde dans ma vie qui avait une connaissance aussi vaste. Tu pouvais lui parler de problèmes d'ingénieur, de problèmes de mathématiques, de questions plus politiques, philosophie politique, littérature. Il y avait... son horizon était large comme ça. Et évidemment, moi, j'ai appris énormément, surtout de la discipline,
de travail. C'était pas facile. Des fois, il m'a mis dehors une couple de fois. Puis il me laissait pour ça dire hey, non, je me suis emporté, là, oublie ça. Surtout durant la campagne électorale de 66, là, ça avait joué dur un peu parce qu'il disait que ça allait mal, puis il ne voulait pas l'entendre, je pense. Mais j'avais un bon allié parce qu'il pensait comme moi, c'était un message. Puis elle aussi, elle disait on n'est pas dedans, on va perdre cette élection-là. Puis c'est ce qui est arrivé aussi. M. Lesage avait suivi plutôt ses conseillers théoriques que ses conseillers pratiques. Et puis, évidemment, on a eu une majorité de vote, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, en 1966, les libéraux ont eu 47 des voix, l'Union nationale 41 mais ils ont eu plus de députés. Parce qu'il y avait tous les petits comtés, là, les comtés de 5-6 000, comme les îles de la Madeleine, comté de Wolfe, Brome, etc. C'était tous des petits comtés. Puis il y avait d'autres comtés à Montréal qui avaient 130 000 électeurs. Évidemment, ça a pris du temps avant de balancer ça. Ça l'a été plus tard, mais ça a été, c'est la raison pour laquelle on a perdu. Mais quand elle est dans les milieux ruraux, il ne faut pas oublier aussi qu'à cette époque-là, il y avait eu tout le travail fait par le Crédit social, puis le mouvement des Gilberte Côté-Mercier, puis M. Evans, qui eux autres disaient que la Révolution tranquille, ça avait enlevé le crucifix dans les écoles, c'est toutes les polyvalentes là, qui avaient été organisées parce que le système scolaire ne pouvait pas fournir à la poussée démographique qu'il y avait. Et eux autres, ces gens-là, le Crédit social, puis tout le mouvement qui était avec ça, disait que les réformes étaient des occasions de péché, puisque les jeunes voyageaient en autobus. Ils appelaient ça le péché d'autobus. Je ne sais pas si les garçons et les filles s'embrassaient dans les autobus. Quand on dit ça aujourd'hui, ça fait sourire le monde, mais ça a été un élément à ce point important que ça a développé un vote négatif de la part, surtout dans les comtés où Montréal, tu n'avais pas de transport d'autobus, parce qu'il y a assez de monde que les gens voyageaient en tramway comme d'habitude ou en autobus, le service urbain, mais tu n'avais pas d'autobus qui allait chercher des enfants dans un village pour les amener 2 villages plus loin où était la polyvalente. Alors ça a été un facteur qui a fait que ça a créé un courant antilibéral. Puis il ne faut pas oublier que les personnes plus âgées de l'époque étaient ceux qui avaient entendu toute l'histoire, que les libéraux, c'était des anticléricaux, c'était contre l'Église, c'est comme ça que Duplessis courtisait les évêques, puis il se montrait toujours avec les milieux religieux. Moi, écoutez, j'avais 25 ans. J'étais... Même, je trouvais que ça allait passer vite. Vous savez, quand on est jeune, puis on voit toutes les possibilités, le ciel était le maximum où on pouvait aller, sky was the limit, comme ils disent en latin. Et non, j'avais pas de problème avec ça. Mais il y en avait qui nous le disaient, par contre, des organisateurs politiques, des ministres qui venaient plutôt des régions rurales, qui nous disaient que, vous savez... Quand tu regardes ça après coup, là, on a fait la réforme. Lesage, la première loi qui a déposée, c'était l'assurance hospitalisation. Duplessis ne voulait pas en entendre parler. Il disait que c'était une intrusion du fédéral dans les pouvoirs provinciaux, comme si le fédéral pouvait venir nous voler nos malades, je ne sais pas dire, mais en tout cas, c'était sa thèse. Et quand Jean Lesage est arrivé, il a accepté d'embarquer dans le programme de financement du programme national, il a passé la loi sur l'assurance hospitalisation. Ça voulait dire, ça, chambarder toute l'administration des hôpitaux. Et la plupart des hôpitaux étaient dirigés par qui? Par des communautés religieuses. Donc, c'est toute l'histoire des libéraux contre le clergé, etc. Ça brassait. Mais quand même, il y a eu tellement de bénéfices pour la population que même si les évêques avaient voulu faire une lutte contre le fait que les communautés religieuses perdaient le contrôle des hôpitaux, que ça n'aurait pas marché. Puis là aussi, il y avait eu une évolution, puis il y avait des gens qui avaient lu les encycliques papales, puis qui voyaient ce qui se passait à travers le monde. Donc, ça commençait à se dégager, mais il fallait être prudent. Et
Il y avait des ministres, par exemple, je me rappelle, qui nous disaient ça va trop vite, on va se casser la gueule, les gens ne suivent pas. Puis ça a été comme une espèce comme si tu avais le monde enfermé dans une clôture, d'un coup, tu ouvres les barrières. Il a fait déborder le vase. C'était une déclaration du député de Montréal, Jean-Paul Lefebvre, qui a fait une déclaration assez méchante, moi je pense, à l'endroit de M. Lesage, qui songeait, je crois, à quitter. C'est qu'à ce moment-là, du côté de l'Union nationale, il y avait eu... M. Johnson a été malade, il est mort, puis là, il y a eu Jean-Jacques Bertrand. C'est arrivé un peu dans ces eaux-là. Mais comme la déclaration de Jean-Paul Lefebvre, qui est apparue dans le journal Le Devoir, ça a été comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. À un moment donné, M. Lesage, qui arrivait toujours de bonne heure au bureau, il n'était pas entré. Et il me dit, il m'appelle, puis il me dit, « M. Garneau, je voudrais que vous me rejoigniez. » Puis là, il nomme une dizaine de personnes que je voudrais voir. Il y avait un chalet au lac Beauport. Et il dit, « Je voudrais les voir si c'était possible en fin d'après-midi. » Il dit, « Puis si tu peux les rejoindre, garde ça confidentiel. » Il dit, alors, j'ai rejoint ces gens-là. Il y en avait qui venaient de loin. Un peu, ça a été comme, je dirais, ça a été un peu comme des gens avec qui il avait commencé en 1960. Plusieurs étaient députés, plusieurs avaient été ministres. Alors, j'ai convoqué ces gens-là. Ils me demandaient pourquoi. Il aurait dit, écoutez, il ne m'a pas dit pourquoi, mais il dit que c'est important, puis il voudrait vous consulter sur quelque chose. Alors, on s'est ramassé là le soir. C'était une quinzaine, je pense. Et il a dit qu'il voulait annoncer qu'il allait annoncer le lendemain qu'il quitterait son poste de chef de parti et qu'il allait demeurer quand même en fonction jusqu'au choix du prochain chef, puis qu'il allait jouer son rôle de chef de l'opposition durant ce temps-là. On a eu la réunion donc au chalet de M. Lesage et il était très froid, très comme si quelqu'un, tu sais, qui a ça sur les épaules depuis longtemps, puis que là, tu enlèves le sac de 200 livres sur les épaules, il se sent soulagé. Et Mme Lesage était aussi, l'appuyait là-dessus. Donc, même si les gens qui ont été là ont essayé de le faire changer d'idée, c'était une décision. Il nous a été trop dur à prendre pour que je change d'idée maintenant. Alors, le lendemain, il m'a fait appeler les journalistes, convoquer une conférence de presse. Il dit, si tu veux essayer, il dit, t'as entendu ce que j'ai dit, etc. Il dit, essaye donc de me faire un projet de déclaration à la presse. Puis il dit, je ne répondrai pas aux questions par la suite. Il dit, je veux juste annoncer ça. Et le lendemain, je ne sais pas, peut-être que vous étiez là. il a annoncé ça, puis il a quitté. Puis c'est comme ça que le congrès au leadership s'est déclenché. Et qui a eu lieu, ça c'était en 1969, la démission de M. Lesage, puis le congrès a eu lieu au mois de février de 1970. L'Union nationale, ça n'allait pas très bien. Jean-Jacques Bertrand avait eu une crise cardiaque, etc. Et alors, il a annoncé à ce moment-là son retrait. Mais ce qui le fatiguait beaucoup, c'est à cause de la situation du côté de l'Union nationale. Je me rappelle, c'est tout dans cet environnement, dans ces eaux-là. Je reçois un téléphone, comme titre de chef de cabinet de M. Lesage, de M. Dauzois, qui était ministre à ce moment-là des Finances ou des Affaires municipales, ou les deux, je ne me rappelle plus. Là. Puis, il me demande, il dit ce que je voudrais, il dit, lui de mon appel, c'est de parler à M. Lesage, savoir si on pourrait se rencontrer. Alors, j'ai dit, attendez un peu, je dis ça à M. Lesage. M. Lesage a pris la ligne lui-même. Bon, puis juste pour vous donner un peu le caractère de l'homme qui est... M. Dauzois voulait venir rencontrer M. Lesage. M. Lesage, j'ai dit non. Il dit, vous êtes ministre, moi je suis que chef de l'opposition, c'est à moi de me déplacer. Alors, il est allé rencontrer M. Dauzois. Et quand il est revenu, il était blanc. Vraiment, son visage était pâle. Puis j'ai dit, comment ça s'est passé? Il dit, vous ne pouvez pas vous imaginer pourquoi il voulait me voir. Il me dit, j'ai dit non. Il dit, c'était pour me dire que je ne devais pas quitter mon poste, que du côté de l'Union nationale, la guerre intestine était très grande, et que probablement que le Québec aurait besoin de lui avant longtemps, quelque chose du genre. C'était surprenant quand même. Et ça l'avait tellement surpris, tu sais.
Et ce qui l'avait forcé peut-être un petit peu à rester plus longtemps. En fait, M. Lesage nous avait demandé, à ceux qui étaient aux environs, de rester le plus neutre possible. Mais la joke, c'était que la face, moi et quelques-uns d'autres, je pense en Jean-Claude Rivet, nous appelaient les neutres à Bourassa. Non, on avait resté le plus possible en dehors du débat. À cette époque-là, il faut dire que c'était un congrès aussi qui était amplement disputé. Il y avait Claude Wagner qui avait poussé dans le dos de M. Lesage beaucoup pour qu'il quitte. Il y avait Pierre Laporte qui avait été ministre depuis 1962, je crois, ou 61, je pense, dans une élection partielle dans Chambly. Et Robert Bourassa, qui était un autre candidat. Bourassa était plus jeune, puis la composition de la société québécoise, en pourcentage, le groupe des moins de 35 ans était très, très élevé à cette époque-là. Et c'était vraiment une pyramide des âges très, très, très évasée. Et je pense que la majorité des électeurs, ou pas loin, était de 35 ans et moins. Et ça a joué, cette situation démographique a joué beaucoup en faveur de Bourassa, qui était plus jeune. Deuxièmement, Bourassa se présentait comme étant un économiste qui allait travailler à l'économie, puis si on n'a pas de force économique, on ne peut pas soutenir les programmes sociaux, etc. Et c'est ce qui l'a amené, je pense, finalement à gagner le Congrès. Moi, je n'avais pas été actif officiellement, mais la question, c'est que c'est sûr que j'étais très sympathique. Je savais qui je voulais pas voir Wagner, parce qu'il était beaucoup trop à droite pour moi. Et le cas de Pierre Laporte, Pierre, il faisait un peu vieux jeu à cette époque-là, même si c'était un homme de grand talent. Il n'y avait pas l'image d'un renouveau. J'hésitais parce que j'étais quand même relativement jeune et je ne savais pas dans quel comté je pouvais aller. Je voulais rester dans la région de Québec parce que c'est là que j'étais établi. Et est arrivé, vous savez, les circonstances, probablement règlent 70-75 de votre vie. Hein? Et ce qui est arrivé, c'est que M. Beaupré, Henri Beaupré, qui était le député de Jean Talon, qui fait plusieurs, il y avait eu 2 ou 3 termes, a décidé de ne pas se représenter. Et il avait annoncé ça, pas publiquement, il avait annoncé à son exécutif. Et la présidente de l'Association libérale de Jean Talon était une libérale très, très connue dans le parti, c'était Lucienne Saillant. C'était une moyenne organisatrice. Elle, toujours est-il qu'elle vient me voir pour me demander si je voulais être candidat dans le comté de Jean Talon, parce qu'autrefois, ça s'appelait Québec-Centre, je crois. Et là, j'en parle à M. Lesage. J'ai dit, je ne sais pas de diable. J'ai dit, ce que je dois faire. Bien, il dit, vous devriez. Il dit, vous aimez la politique, etc. Vous avez une opportunité. Puis je pense que les chances sont bonnes que le Parti libéral gagne l'élection. Il restait à convaincre ma femme qui était, elle, loin d'être sortie. Elle aimait beaucoup la politique, mais pour les autres. Et finalement, c'est probablement M. Lesage qui l'a convaincu. On voyageait, je ne sais pas, de Québec à Montréal ensemble, puis ça vient sur le sujet, puis il dit, vous n'allez pas empêcher votre mari de faire sa carrière politique, mais il mettait un peu de pression. Alors, probablement que ça l'a enlevé l'obstacle, et il y a eu une convention, j'ai été élu à la convention, mais certainement que ce qui a joué beaucoup, c'est que j'avais d'excellentes relations avec celui qui était chef du parti, Robert Bourassa. Il était à peu près du même âge, il avait 18 mois plus vieux que moi. Et on partageait beaucoup des mêmes visions sur l'aspect économique, etc. Quand j'ai été élu la première fois, j'avais à peu près 50 à Hauteville, 50 à Basseville. Saint-Roch était dans le comté de Jean Talon. Il y avait la paroisse Notre-Dame-des-Victoires, Notre-Dame de la Paix. Il a été démoli pour l'autoroute du Fin-Montmorency. Puis il y avait aussi Notre-Dame de la Garde, qui est près du port. Et il y avait Sillery, puis une partie de Québec, comme si Saint-Jean-Baptiste. Donc c'était un comté
au point de vue, disons, du niveau de revenu des gens, revenu moyen des gens, là, était fort différent. C'était pas uniforme comme population, mais c'était une population quand même intéressante avec qui travailler. Moi, je m'imposais d'être présent partout dans le comté lorsqu'il y avait des manifestations, des regroupements. Je ne faisais pas un citoyen à la fois. S'il y avait, par exemple, le Club d'âge d'or de Saint-Roch ou Notre-Dame-de-la-Paix ou encore une activité des zouaves, parce que c'est là que j'ai appris que les zouaves pontificaux existent encore. Je pensais, moi, que ça fait longtemps que c'était disparu, ça, mais il existe encore. En 1970, moi, je suis allé à une activité dans le bas du comté où il y avait 400 jeunes de 17-18 ans habillés en zouaves. Il faut le faire à cette époque-là. Tu sais, quand je suis revenu à la maison, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, je pensais que depuis qu'on avait libéré les territoires du pape à Rome, les zouaves n'existaient plus, mais il existe encore. Alors, des choses comme ça, j'y allais. Quand j'étais ministre, je changeais d'église le dimanche parce que j'allais à la messe. Moi, j'habitais à Sainte-Foy. Puis, au début, on était dans la vieille paroisse, celle qui est passée au feu. Puis après ça, on a eu une autre paroisse. Puis là, ça n'a pas été long. Les gens venaient me rencontrer. Ils m'attendaient à la sortie de l'église. Certains, c'était pour avoir des jobs. L'autre, pour aider leurs parents qui étaient sur l'aide sociale. L'autre, c'est un grand affaire. Alors, je dis, bateau, là, alors je suis allé changer d'église. Donc, je vais régler mon problème comme ça. Au début, j'étais ministre de la fonction publique et ministre d'État aux finances. Parce que Robert Bourassa, qui avait été... il voulait faire un discours sur le budget. Alors, c'est moi, puis Marcel Bélanger, puis Michel Bélanger, qui avons travaillé à la rédaction, mais c'est lui qui a voulu le donner. J'ai été nommé pas longtemps après. Comment je l'ai appris? C'est que j'étais encore au bureau de Bourassa. En fait, j'étais encore officiellement station chef de cabinet, mais il y a eu un entre-deux, là, assez court d'ailleurs. Et Bourassa m'a demandé de l'aider à la formation du cabinet. Parce qu'il savait que je connaissais beaucoup des joueurs. Alors, j'ai dit, oui, je peux faire ça. Mais j'ai dit, si on veut, si tu me dis que je suis dans le cabinet, OK. Si tu me dis que je ne le suis pas, OK aussi. Mais j'aimerais mieux éclairer ça avant de partir parce que ça va m'aider à faire ma job. Alors, il dit oui, mais sans savoir exactement quel serait mon rôle. Et là, on a travaillé ensemble sur la formation du cabinet, qui allait inviter, etc. Et il a hésité, malgré tout, à ce que je prenne les finances au début. Et puis finalement, à cause du fait qu'il voulait faire le discours du budget, le premier discours du budget, puis aussi, il y avait un facteur que, vous savez, moi j'avais 35 ans, puis j'en avais l'air de 25. Il faut dire que le budget du Québec était moins gros que celui d'aujourd'hui. Il y a eu des pouvoirs nouveaux qui sont arrivés. Mais c'était pas une sinécure, par contre, parce que c'est garder l'équilibre, puis tu dis non toujours à tes collègues. Hein. C'est bien plus facile de dire oui que de dire non. Dire oui, tu sais, à des augmentations de salaire, quand tu négocies, c'est bien plus facile. Les syndicats demandent 5, tu dis on va donner 5. Le lendemain, c'est fini, mais ça commence parce que tu n'as plus d'argent. Alors, c'est de garder cet équilibre-là. Il faut que tu gardes d'excellentes relations avec tes collègues, puis tu prennes le temps d'expliquer pourquoi, puis si je le fais, comment est-ce qu'on règle le problème de l'autre. Puis finalement, en tout cas, j'ai peut-être moins de caractère, peut-être je cherche moins la confrontation que d'autres, mais c'est sûr qu'il y en a qui m'en ont voulu. Quand j'ai été candidat à la direction du parti, il y en a quelques-uns à qui j'avais dit non et qui m'ont dit non aussi. Mais pour moi, dans la préparation du budget, j'ai initié des choses qui ne se faisaient pas avant, et des consultations formelles. Généralement, on commençait au début de l'automne, mi-automne, où, avec les fonctionnaires du département de recherche économique et fiscale, on regardait l'ensemble de la situation, on regardait les mémoires qui avaient été présentées par différentes associations, et pour aller sortir quelles étaient les choses qu'on pourrait regarder plus en détail. Puis après ça, je rencontrais d'une façon systématique
soit des professeurs d'université en économie ou des groupes représentatifs de la population pour essayer de me faire une idée de quels étaient les changements. Une chose qui est demeurée assez constante, c'est la confidentialité de la politique fiscale, à cause des impacts que ça peut avoir sur l'économie. Et c'est toujours, faut toujours être prudent. On a fait des budgets, entre autres, je me rappelle une année, je ne sais pas laquelle l'année, c'était 73, 74, où on était en négociation collective et on avait été obligé de déménager nos pénates dans un hôtel parce qu'on ne pouvait pas nécessairement rentrer au Parlement parce que souvent les accès étaient bloqués puis il fallait livrer la marchandise. Alors avec des gens de sécurité qui surveillaient l'entrée dans des salles où on était, puis le personnel était assermenté. On a réussi quand même à livrer la marchandise à temps, mais dans des conditions difficiles. Mais dans tous ces discours sur lesquels j'ai travaillé, il y a eu une fois une fuite qui portait sur une taxe de vente, je crois. Et on n'a jamais pu savoir avec précision qui avait fait la fuite. On avait des doutes substantiels, si on peut dire, mais on n'avait pas moyen de le prouver. Mais c'est toujours délicat parce que dès qu'il y a une fuite comme ça, l'opposition saute évidemment sur la question et demande la démission du ministre des Finances. Le ministre des Finances, même si il n'est pas responsable, il est responsable quand même. C'est tout le principe de la responsabilité ministérielle.